se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il est au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça m'a dit. La compile, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain, salut à tous. Et oui, là, ça chauffe, là. Les demi-finales, ça chauffe, là. Ah ouais, là, ça chauffe, là. Ah ouais, là, c'est bon. Là, on s'est fait le premier tour, les 16e, 8e, les quarts. Bon, là, maintenant, on arrive... C'est sérieux, là. Ah ouais, là, c'est sérieux. Et puis bon... Quand on voit la gueule des demi-finales, ouais, France-Espagne d'un côté, Argentine-Angleterre de l'autre, sur le papier, je pense qu'on est bien quand même, mon copain. Ah bah on est bien, et puis alors le classement FIFA, moi je suis le premier à le défoncer, mais c'est les 4 premiers au classement FIFA quand même. Ah ouais, je l'avais pas celle-là. Ah ouais, bon bah là, écoute, ouais, j'avoue, la FIFA est contente, hein. Elle justifie son classement. Son classement, elle justifie son classement. Bon, les copains, comme d'habitude, allez, on y va. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Dites-nous si vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'on va donner comme analyse. On va parler bien évidemment du France-Espagne et on va se poser la question qui on voit passer l'un comme l'autre. Donc allez-y, vous participez, c'est toujours mieux si vous êtes avec nous. Bon, si vous n'êtes pas là, on le fera quand même. Mais c'est toujours mieux si vous êtes là. Je vois un petit message de Alpha Blue, tiens, qui nous dit « Hello, les demi, c'est le top 4 du classement ». Bah ouais, écoute, oui. Voilà, c'est bien, vous êtes en accord, les copains. Alpha, il est toujours là. Toujours là. Donc allez-y, comme Alpha, vous pouvez, comme j'ai dit, commenter, liker et partager. Et si vous découvrez la chaîne et vous découvrez ce live, allez-y, pareil, vous pouvez. Et vous pouvez aussi vous abonner, ça nous donne de la force et ça nous donne un peu de visibilité. Et on crache pas dessus. Voilà. Bon, mon copain, là, comme ça, maintenant, tout de suite, on va essayer de mettre de côté ton cœur de supporter, même s'il va nous servir pendant ce débat. Mais là, juste pour cette question, objectivement, le plus objectivement que tu peux, tu vois quoi? Tu vois la France passer ou l'Espagne passer ou, comme ça arrive très souvent dans ces previews, pour l'instant, t'en sais rien. Alors, ce sera pas facile parce que c'est une demi-finale, hein, mais ce sera la France pour moi, en toute objectivité. Hein, sans ironie aucune, en toute objectivité, je pense la France. Et tu penses la France pour quelle raison? Enfin, quelle est la raison principale qui t'amène à plus partir pour la France là comme ça? Il y a plusieurs axes. Après, globalement, dans ce mondial, la France a été plus convaincante, selon moi, que les Espagnols. Voilà, pour résumer la chose. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que c'est plus convaincant ou est-ce que c'est plus spectaculaire? Parce que moi, je vais te donner ma sensibilité. Pour moi, on est sur les 2 meilleures équipes du tournoi, mais qui jouent un football, je ne vais pas dire radicalement différent, mais quand même assez différent. Et
peut-être que visuellement, il y en a un qui est plus spectaculaire que l'autre, l'équipe de France, plutôt que l'Espagne, qui va à certains moments peut-être un peu ronronner ou va peut-être mettre du temps à se mettre en place. Là où l'équipe de France, je schématise, mais à certains moments, en 3 passes, tu peux remonter 70 mètres et marquer un but. Pour ce jugement, je vais un peu mettre mon aspect supporter dans la balance, mais pas pour apporter la subjectivité, mais en gros, depuis le début du tournoi, et ça s'est confirmé à chaque match que j'ai vécu, j'étais plutôt serein, en fait. Alors, il y a le stress habituel du supporter, ça je l'ai toujours, machin, mais d'une manière globale, j'étais quand même serein. En me disant à chaque instant du match, en fait, on va passer. Enfin, on va passer. J'ai pas trop de doutes sur l'issue du match. En vrai, ça va passer. Si on continue comme ça va passer. Même contre le Maroc où, voilà, on a eu un match nul mi-temps. Contre le Sénégal, il y avait match nul mi-temps. Je me suis toujours dit ça va passer. Tandis que l'Espagne, bon, contre la Belgique, parce que Rudy Garcia a prévu aussi d'encaisser un but à la 88e minute. Contre la Belgique. Normal. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est normal. On fait un débat avec Johan. Il y en a forcément une petite pour Rudy Garcia. C'est comme moi avec les catcheurs paraguayens. Voilà, on a nos petites marottes. Voilà, c'est normal. Contre la Belgique, bon, j'étais plutôt serein, parce que c'était la Belgique en face et c'était Rudy Garcia. Mais dans les autres matchs, j'ai eu des doutes quand même sur la capacité des Espagnols à pouvoir s'en tirer, même si ils étaient globalement au-dessus dans tous les matchs qu'ils ont fait, même contre le Cap-Vert à 0-0, mais c'est juste un peu, c'était une mise en marche et une mise en route qui a été un peu ratée, et aussi des joueurs qui n'étaient pas forcément à la bonne place ou qui sont entrés trop tard. Mais je trouve que ils étaient moins... Alors, ils ont maîtrisé leur match, mais moi j'ai eu quelques doutes des fois sur leur capacité à faire la différence. Voilà. Alors attends. Moi ça m'intéresse parce que pour le coup, je peux avoir une partie de doute aussi, mais en fait, moi les doutes, je les atténue assez vite par plusieurs choses. Ouais. Est-ce que les doutes qu'on a, ils concernent le 16? On va mettre de côté la phase de poule. Je pense qu'on est d'accord, mon copain. Voilà, là, on s'arrête vraiment sur les matchs à élimination directe, là où ça compte. Est-ce qu'on met de côté le 16e de finale Espagne-Autriche, gagné 3-0? On est d'accord. Bon. Là où peut-être tu vas me dire que tu as tiqué, c'est peut-être ce fameux match contre le Portugal. Ouais. Où évidemment ça met du temps à se dessiner, et contre la Belgique la même chose. Mais contre le Portugal, moi la première chose qui me vient, c'est aussi pareil, l'Espagne a galéré. Mais il y a un adversaire en face. Ah oui, je suis d'accord. Non mais c'est sûr. Et sortir ce Portugal-là, on peut dire qu'ils ont pas mal de lacunes. Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo, on en a parlé plus d'une fois, toi et moi, mon copain. Mais sortir quand même ce Portugal-là, fallait se les farcir quand même. Ah bah oui, je pense que c'était facile pour n'importe quelle équipe. C'était pas facile pour n'importe quelle équipe de sortir le Portugal. Mais maintenant sur ce match-là, moi j'ai senti trembler plusieurs fois en fait. Donc là où la France, ils ont jamais tremblé. Alors bien sûr, la France a jamais eu un adversaire du niveau du Portugal. Ça, là-dessus, je te rejoins tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est un petit peu ça qui crée mon impatience, c'est de voir un adversaire vraiment à la hauteur des Bleus dans cette demi-finale, qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Mais voilà, c'est un peu comme ça que c'est une des choses qui me fait les départager comme ça, c'est que pour moi, c'est plus convaincant au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, globalement. Alors si on essaie d'affiner un peu, justement le plus convaincant, t'es plus convaincu par quoi? Plutôt par soit l'attaque, plutôt la défense, ou est-ce que c'est vraiment un sentiment global, comme on vient de le dire un petit peu, c'est-à-dire que c'est l'ensemble collectif qui te paraît plus cohérent, le style de jeu qui est appliqué, ou est-ce que c'est vraiment, comme je le dis un peu, là, tous ces trucs-là, c'est mis bout à bout, c'est plutôt, ça va à chaque fois dans le sens de la France, et donc pour toi, c'est pour ça que tu te diriges plus vers la France favorite.
Bah, on peut rentrer dans le détail si tu veux. Déjà, au niveau collectif, pour moi, l'Espagne est mieux rodée. Dans le sens où, bah, forcément, les passes, le pressing à la perte de balle, la récupération de balles haute, pour moi, l'Espagne est au-dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème au niveau espagnol. C'est leur marque de fabrique. C'est leur marque de fabrique. On le voit, la possession moyenne est plus importante aussi. Enfin voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans à peu près tout le reste, pour moi, la France est au-dessus. Je te prends les postes individuellement à peu près partout. Enfin, dans les postes en gardien, il n'y a pas de sujet. La défense centrale, pour moi, il n'y a pas de sujet. Enfin voilà, il y a une grosse différence. Et on parlera individuellement, oui. Individuellement, on va arriver très vite. Après, hormis 2-3 cas, et parce que ça a été fait dans la presse depuis quelques jours, hormis 2-3 cas où tu peux véritablement te dire est-ce que Pedri c'est mieux que Rabiot, est-ce que c'est Rodri, est-ce que c'est voilà, Digne, pas Digne, Yamal, est-ce que ça vaut Dembélé ou machin. Et après sur le reste, Yarzabal, Mbappé, oui, bah ça va être déduit. Enfin, on va en avoir pas mal, Doué ou Baena, pareil. Donc cette étude-là, on va dire individuelle, je te rejoins. Ça va plutôt pour la France. Maintenant, l'Espagne montre, comme tu l'as dit tout à l'heure, que c'est beaucoup plus un collectif. C'est autre chose que ça. Maintenant, je regarde la force des ailiers. Baena, c'est une passe décisive, un but. Et Yamal, c'est une passe décisive. Bon, enfin, moi j'attends beaucoup mieux de ces joueurs-là. Yamal, ok, il revient de blessure, donc faut une petite indulgence. Il a 19 ans depuis aujourd'hui ou hier. 18 encore. 18. C'est quand son anniversaire? C'est pas aujourd'hui? Oui, il y avait un délire que c'était. Oui, mais attends, en 2024, il venait d'avoir 16 ans. Ah bref, je sais plus. Enfin, bon, 18 ou 19 de toute façon, ça change pas. Plus jeune que nous en tout cas, voilà. Ouais. Nous, on a plutôt le double que voilà. Hein? Je suis prêt. Ne dis rien. Entretiens le suspense. Mais donc voilà, de toute façon 18 ou 19 ça change pas grand chose. Quand on est en demi-finale à 19 ans ou 18 ans, bon voilà, c'est quand même quelque chose. Non mais t'as raison, il a lui aussi, mine de rien, comme Baena, il a un déficit. On en a déjà parlé en plus même sur la chaîne en se posant la question de son mondial, qu'est-ce qu'on pense réellement de son niveau. Et tu l'as dit, le paramètre blessure en arrivant à la Coupe du Monde, voilà, c'est super difficile et ni toi ni moi on est des médecins, donc pour arriver à déterminer si en fait il est en train de sous-performer ou c'est juste normal parce que son processus de reprise il a été accéléré parce que c'était Coupe du Monde, j'en sais rien. Par contre nous ce qu'on peut juste voir, toi et moi, c'est qu'on n'a pas le Lamine Yamal, on a l'habitude d'avoir du côté du Barça pendant la saison. Là il a beaucoup plus de mal, il semble moins évidemment clutch et décisif, ça c'est sûr, mais même moins sûr de son jeu. Parce que j'ai la sensation, moi, qu'il n'est pas à 100% physiquement et que si ce joueur-là, il n'est pas à 100% physiquement, comme beaucoup, mais lui en particulier, ça va pas faire grand-chose. Donc même lui qui normalement doit être un point fort, on va être d'accord, c'est pas un point fort au moment où on parle de cette demi-finale. Ça peut être, enfin, on va pas se cacher, ça peut quand même être un joueur décisif. Et moi, si tu me demandes un joueur qui va faire la décision côté espagnol, je pense en premier à lui quand même. Maintenant. Même là maintenant, c'est-à-dire avec ce qu'on a vu de la Coupe du Monde, tu penses que ça peut passer, ça peut passer par lui? Ah bah ça peut passer par lui et en vrai. Non, ça peut, oui. Non, ça peut, oui. Là, tu m'ouvres une porte ouverte. Maintenant, je te demande, est-ce que ça doit passer par lui ou le jeu offensif espagnol de ce que tu as pu voir peut se permettre peut-être de passer plus par l'axe avec Olmo, peut-être plus sur le côté avec Baena, ou non, pour toi, ça doit passer absolument par Yamal si l'Espagne passe? Moi, je trouve que c'est pas ce que en tout cas, les Espagnols nous ont beaucoup montré qu'ils passaient beaucoup par Yamal quand même. Même si lui était pas décisif, je trouve que le jeu était quand même bien orienté vers lui. Donc, ils vont quand même miser sur lui malgré tout. Après, est-ce que Olmo peut faire la différence? Oui. Évidemment, Olmo peut faire la différence. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'ils vont quand même compter en premier lieu sur Yamal pour faire la diff.
Et en C'est ce que nous plus, dit Alpha Blue. C'est ce que nous dit Alpha Blue. Il nous dit si l'Espagne joue comme le dernier match, tout sur Yamal, ça va être dur pour eux, je pense. Ça va dans ton sens. oui et non. Après, le point faible pour moi de l'équipe de France, il reste arrière gauche. Hein Ah oui, parce que là, bon, bah ouais. on est d'accord, mais si on doit déterminer peut-être un point faible de cette équipe, enfin, en tout cas un joueur un peu moins clinquant et tout ça, évidemment, tous les regards vont se braquer vers Lucas Digne. Donc le fameux match Lucas Digne, le match dans le match Lucas Digne-Yamal, oui, ça peut-être être ça. Et ça peut être un axe quand même qui peut faire mal au bleu quand même. Hein. Moi, je vais l'observer de près ce point-là parce que je pense que ça peut être vraiment un axe décisif dans le match. Maintenant, ce que j'ai vu aussi des Bleus, c'est que dans le duel, on était quand même présent. Je pense à Upamecano. Enfin, franchement, le mondial de fou. Bah, après, on met Saliba avec parce que Saliba, il est peut-être moins spectaculaire que Upamecano, mais tout aussi efficace. Mais sur le résultat, il est tout aussi bon, Saliba. Et la défense, elle tient la route sans aucun problème. Exactement. Donc là-dessus, moi je vois aussi de la force là-dedans et aussi dans la multiplicité des dangers en fait. Moi je vois plus de dangers multiples côté France que côté Espagne où c'est un petit peu plus et on le voit aussi dans le jeu où le jeu espagnol on le connaît. Hein. On sait comment va se passer un match de l'Espagne dans 90% des cas. On sait que on va essayer de chercher l'ultra passe à chaque fois. Même s'il y a un peu plus de possibilités de tir de loin avec un Fabian Ruiz qui revient un peu, ok, mais moi j'ai l'impression qu'on va chercher tout le temps la petite passe en plus pour aller faire la différence plus dans la passe que dans le tir. Vu qu'en fait c'est assumé par toute l'équipe, par le staff, le coach, qu'ils ont gagné comme ça. Parce qu'il faut être factuel aussi. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas juste une philosophie, on va dire comme on avait pu l'avoir en 2024, on peut se dire ok d'accord c'est très bien, mais sauf que les gars, bon vous avez aucune entre guillemets garantie. Là, ils n'en ont pas plus, c'est pas parce que tu as gagné en 2024 que tu vas gagner en 2026. Mais n'empêche que ce style de jeu, cette manière de jouer le football, ça leur a souri en 2024. Et là, ils se retrouvent en demi-finale. Évidemment, je pense que la confiance, elle n'est pas touchée. Donc, la fameuse question, on va évacuer ça tout de suite, la fameuse question qui nous est mise un peu dans les médias depuis 24 heures, 48 heures, est-ce que les joueurs ont peur? Est-ce qu'ils ont peur de l'équipe de France? Est-ce qu'ils ont peur? À un moment donné, les gars, moi je te donne mon avis, mais quand tu arrives en demi-finale, tu as peur de personne en fait. Bah non. Quand tu es joueur de niveau et que tu arrives à ce niveau-là, je pense pas que tu aies peur, non. On attendait quoi? On attendait que Cucurella, il allait regarder, il a dit oh là, mais là, en fait, je dors pas depuis 2 jours parce que je vais marquer Ousmane Dembélé. Tu vas perdre des cheveux. Voilà. Pas mal celle-là. Mais sans déconner, c'est-à-dire que évidemment que les joueurs respectent. En plus, en 2026. On n'est quand même pas sur du trash talk à chaque fois, sur des gars qui sont en train de se chauffer en conférence de presse, vraiment pas. Mais si par contre on attendait d'avoir, je te dis, Cucurella, Yamal ou tout un tas de joueurs qui allaient dire ah ouais, on a peur vraiment de jouer l'équipe de France, et là honnêtement, vraiment, premier degré, j'aurais peur pour les Espagnols. Je me dirais, vous êtes sûr que vous voulez aller vraiment jouer le match? Parce que, ok, bien sûr, ils sont impressionnants. Comme je l'ai dit, la France est pour moi l'équipe la plus spectaculaire et la plus impressionnante de ce mondial. Mais quand tu es l'Espagne et que tu as ce style de jeu, que tu as ces résultats-là, et que cette confiance, j'espère bien qu'ils n'ont pas peur. Parce que sinon, puis comprends pas. Hein. On va le voir de toute façon, les Espagnols, on sait très bien comment ils vont jouer leur jeu, ils vont pas s'adapter à l'équipe de France. Ça m'intéresse. Ça, tu penses, la fameuse question de la possession de balle. Alors attends, parce que je nuance ma question. Évidemment, on va avoir tendance à se dire, bah oui, ils vont avoir la possession de balle. Mais attention. Ils vont chercher à l'avoir. Ils vont chercher à l'avoir. Ouais, mais est-ce que si tu es de La Fuente, est-ce que tu veux absolument à tout prix cette fameuse possession du ballon quand on connaît la force de vitesse en transition de l'équipe de France? Alors, me pose pas la question à moi. Je pose pas la question aux supporters. Je te pose la question là encore une fois en essayant d'être le plus objectif possible. Est-ce que toi, si tu es de La Fuente, tu as les qualités de cette équipe
espagnole dans la maîtrise du ballon, tout ça. Mais on va se dire les choses, la défense, c'est pas la plus rapide qui existe. Et donc, les boulevards que tu peux laisser dans ton dos, quand tu as Dembélé, Olise, Mbappé, Doué, voire Barcola en deuxième partie de match, honnêtement, pour moi, c'est suicidaire. Eh ben, si tu veux, on peut prendre un peu de hauteur parce que j'ai un peu regardé les compos Ouais. du dernier match parce que ça peut être un comparatif sympa. Le dernier match, la dernière confrontation entre la France et l'Espagne. Ouais, celui de la Ligue des Nations. Ouais, et j'y étais en plus à Stuttgart, donc je peux dire j'ai vu le massacre. C'est beau, je savais. Pour le coup, je savais pas mon copain qui était à ce match. J'ai vu le massacre, hein, rappelons le score 5-4 pour l'Espagne. Ah oui, alors pour toi, moi j'étais j'étais pas bien. Toi, t'en as pas eu pour ton argent. Toi, t'étais pas content du 5-4. Ah, le salopard. Ok, et donc c'est quoi? Tu veux me dire quoi? Que la défense c'est la même? Non, mais je veux dire là que déjà toute la partie de l'équipe de France, l'attaque c'est exactement la même. C'est exactement la même. Donc évidemment, il y a une saison en plus d'expérience, il y a du vécu en plus pour chaque joueur. Hein, donc ils ont progressé, c'est évident. Olise a progressé. Mbappé, bon bah il est fidèle à lui-même, il a marqué 40 buts cette année en jouant 2 tiers des matchs. Dembélé, bon, il était déjà pas mal. Doué, il a progressé. Il était pas mal, Dembélé. Ouais, non, j'avoue, la saison dernière, il était pas mal. Ah, je sais que tu n'y accordes pas grand-chose, mais quand même, il était quand même officiellement Ballon d'Or, quand même, mon copain. Donc oui, on peut dire quand même que Dembélé, l'année dernière, était déjà pas mal, quand même. Et on avait le même milieu de terrain qu'on va avoir, Rabiot Koné. Ce qui différencie. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Et j'étais surpris de voir ça, parce que je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et finalement, bon, Deschamps, il est dans la continuité de tout ça. Et donc face à ça, De La Fuente il s'est pas dérobé en fait. Donc évidemment que on vient de le dire, il y a encore moins il y avait moins de vécu qu'encore maintenant, mais il s'est pas dérobé face à ça. Et au final, en 60 minutes, la France a pris 4 pions. Alors j'ai regardé quand même les stats, hein, parce que les Espagnols ils ont été hyper tranchants, etc. Mais moi j'avais pas le souvenir que même en première période, l'équipe de France elle a eu la possession. Et sur le match, elle a eu la possession aussi. 57% de possession. Ah ouais. Donc moi, la fameuse légende urbaine qu'on nous dit avec les Français, ils vont avoir 35% de possession. En tout cas, ça n'a pas été le cas pour le match de Ligue des Nations. C'est ça. Donc moi, j'avais pas ce souvenir-là. En tout cas, j'ai pas été marqué par ça. J'étais marqué par le fameux Théo Hernandez qui s'est fait dynamiter. Oh là là. Alors là, pour le coup, ce match emporté au Hernandez. Après, on ne sait pas, c'était peut-être avec les ballons, avant les ballons, on ne sait pas. Jurisprudence Théo, ça, on ne sait pas. Bon, en tout cas, on a fait table rase de la défense totale, hein, parce qu'il y avait des absents, etc. La défense, pour rappel, c'était... Alors, attention, accroche-toi. Théo Hernandez, Clément Langlais. Oh Clément, qu'est-ce que tu foutais là? Dis donc. Oh là 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 là. Ah ouais, il y avait eu du forfait, hein. Il y avait Konaté, donc alors moi je fais amende honorable parce que j'ai longtemps défendu Konaté et il n'y a pas l'année dernière on peut encore. L'année dernière ça peut encore se justifier. Là en 2026 non. Franchement beaucoup moins. Non. Et ok, Konaté l'anglais, ah ouais c'est. Voilà. Et Kaloulou à droite. Donc là franchement on n'était pas hyper bien équipé. Je comprends ça. Le fameux ce match-là, on peut pas forcément le prendre comme argent comptant. Pour la défense et savoir évidemment l'équipe de France a plus du tout la même défense. Par contre, ce que tu dis, c'est quand même super intéressant de voir que pour ce match-là, la France a la possession sur l'ensemble du match. Ouais. Donc parce que moi je vais te dire, en 2025, moi j'ai pas la sensation que les Bleus, le plan de jeu est à ce point-là accepté par tout le monde et à ce point-là appliqué par les joueurs. J'ai l'impression que Deschamps est encore en train d'hésiter entre un fameux 4-3-3, 4-2-3-1, mais qu'on n'a pas là cette fameuse formule. Je suis désolé, hein, ça te fait peut-être mal, mais un 4-2-4. Là, c'est un 4-2-4 là qu'il nous a mis. Il nous a mis un 4-2-4. Donc là, pour moi, en fait, c'est là que change vraiment tout. Hormis évidemment la défense qui n'est plus du tout la même, mais c'est juste l'approche des Bleus en 2024 même, elle n'est pas claire. C'est pas juste toute la défense, tout en défense ou tout pour l'attaque.
là, j'ai la sensation que, sans aller jusqu'à tout pour l'attaque, il y a un parti pris quand même qui est fait quand même pour le jeu offensif et que c'est accepté par tout le monde. Et là, pour moi, c'est pour ça que l'équipe de France, elle est plus dangereuse à mes yeux pour l'Espagne, c'est que là, j'en vois aucun qui triche chez les Bleus. En fait, tout le monde va dans le même sens. Il n'y a personne qui va sur son côté perso, et même Mbappé, je suis assez surpris, mais je trouve qu'il participe un peu, hein, mais aux tâches collectives, tout ça. Et tout ça me fait dire que, ouais, cette cohérence collective qu'il y a chez les Bleus en 2026, elle n'était pas avant. Et ça, pour moi, c'est un vrai gros point noir pour l'équipe d'Espagne avant le match de demain. Ouais, il y avait 3 passes D, je crois, Mbappé, dans ce mondial. Oui, donc là où je te rejoins, effectivement, alors je sais pas si c'était pas clair, mais en tout cas c'est beaucoup plus rodé, dans le sens où même au niveau pressing, même au niveau récupération de balles, on n'est pas vraiment sur la même chose que 2025, de mon point de vue aussi. Et même de 2024, hein, parce que, ok, Oui. ce match de 2025, ok, on en parle encore différent. parce que c'est le dernier, mais le vrai match important, c'est celui de 2024, de l'Euro. Et sur ce match-là, je te dis, je sens Deschamps beaucoup moins en maîtrise de son effectif et de son plan de jeu. C'est solide, ça c'est Mathilde Deschamps, mais il n'y a pas ce truc où je te dis, tout le monde va dans le même sens. Là, j'ai l'impression que tout le monde va dans le même sens et on réfléchit même pas une demi-seconde. Tout le monde va sur ce que nous dit Dédé et on y va. Bah en tout cas, je pense que c'est là aussi où... Alors, je vais encore relustrer ma statue, mais c'est là aussi où il est hyper fort. C'est dans le fait d'emmener des joueurs, et encore plus... Enfin, il a été fort dans beaucoup de compétitions, mais là encore plus, je pense en donnant les clés à Mbappé, en fait, il a aussi insufflé à son capitaine le fait d'emmener les joueurs vers lui et de l'aider aussi à réussir, dans le sens où Mbappé, on le voit hyper influent, enfin, on le voit sur le terrain. Et aussi de ce qu'on entend en dehors, c'est que le mec, il parle à ses coéquipiers, il les emmène, il les motive en permanence, quoi. Donc c'est aussi, je pense, il a trouvé un relais dans Mbappé sur le terrain, un relais que peut-être il avait moins avant, même si il y avait d'autres joueurs et il a gagné la 2018 aussi, hein, mais il a trouvé un sacré relais sur le terrain, moi je trouve, par rapport à avant. Donc au final, le choix du capitana pour Mbappé, toi tu valides au final. Ah ben je valide, même si après coup peut-être. Voilà, on va quand même pas s'auto-féliciter de gueuler quand même un peu comme tout le monde, quand c'était pas Griezmann et que ça a été Mbappé qui l'a récupéré. Surtout que tu sais ce que je pense de Griezmann et de l'état d'esprit qu'il a sur un terrain, parce que voilà, il a connu le roi. Voilà, c'est tout. J'en peux plus. Donc le roi, pour ceux qui l'auraient pas forcément, c'est Diego Simeone, El Cholo Simeone, parce que apôtre du jeu rugueux et défensif. On va juste dire ça. Mais oui, on est d'accord qu'après coup, c'est facile de dire oui, c'était un bon choix de l'avoir mis. Mais là, il est en train de justifier. Voilà, exactement. Cette prise de pouvoir. C'est le retour sur investissement, on va dire. C'est le retour sur investissement en disant il lui a fait confiance, il lui rend bien en fait. On voit que c'est efficace et que il arrive à insuffler un état d'esprit et tout le monde. Et comme tu l'as dit, tout le monde est dans le même sens. Pour moi, tout le monde est aussi derrière Kylian dans ce mondial, quoi. Enfin, en tout cas, tous ceux qui jouent. Après, je sais pas ceux qui jouent pas, parce que on le voit pas. Mais en tout cas, voilà, il a réussi à fédérer un groupe derrière lui pour pouvoir aller emmener les Bleus le plus loin possible. En tout cas, on a vu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que l'idée, c'est ça. Maintenant, de l'autre côté, t'as un gars de La Fuente qui a, avec une autre méthode, mais qui a exactement la même adhésion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la part du groupe, de la part des joueurs. Et après, puisqu'on en est à comparer, tu vois, mais qui a déjà gagné avec ce groupe-là. Ouais. Globalement. Dieu merci pour eux, ils ont pu Morata, tu vois. C'est mieux pour eux, tu vois. Mais globalement, tu m'as compris, il y a 80-90% du groupe qui était vainqueur de l'Euro,
qui est encore là. Et à certains moments, c'est pas bon parce que tu meurs avec les gars avec qui tu as gagné. Ça peut être une chose. Toujours compliqué. Mais là, ça semble pas être le cas. L'équipe, elle semble pas être en fin de cycle. Tu vois, l'équipe espagnole, en 2026, elle semble pas être dedans. Donc, en fait, comme je l'ai dit, pour plein d'aspects de ce match, en fait, on a deux styles, deux ambiances vraiment bien différentes et de la qualité partout dans les deux, parce que là, franchement, c'est impossible d'arriver juste à dire juste comme ça avec juste la compo et dire bah ouais, il y en a un forcément qui est favori qui va l'emporter. Ouais, ok, si tu veux, peut-être c'est plus impressionnant du côté français. Maintenant, on l'a dit, le collectif espagnol, il est super rodé. Et en fait, à chaque fois, sur pas mal d'aspects, en fait, c'est juste différent. C'est juste, ils ont une approche différente, les joueurs, les styles, les qualités. Et oui, bien sûr, il y a plus d'individualité dans l'équipe de France. Ça serait mentir que de te dire qu'il y a plus d'individualité côté espagnol. Mais vu que c'est accepté, je l'ai dit depuis tout à l'heure, que c'est intégré dans le jeu, je me dis, pour moi, à chaque fois, ça reste du 50-50. Maintenant, je ne suis pas fou. Je sais aussi que dans ce type de match-là, où c'est à couteau tiré, c'est aussi les individualités qui te font la différence. C'est pas à chaque fois que le collectif. C'est sûr. Après, pour revenir sur la partie possession, et c'est aussi en cela que De La Fuente, il ne changera pas sa façon de voir. C'est que cette tactique, elle est imprégnée dans l'équipe d'Espagne. Il ne peut pas faire autre chose. Moi, je ne le vois pas faire autre chose que d'essayer d'avoir la balle. Parce que déjà, il n'a que des joueurs de ballon. Même Rodri, qui est un numéro 6, machin, le mec, il est titulaire partout, quoi, je veux dire. Donc, à un moment donné, il peut pas faire autre chose que essayer d'avoir la balle, essayer de faire la différence avec la balle. Et c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à défendre, parce que ils ont moi perso, cette défense là, moi même avec les joueurs sur le banc, je sais même pas si j'en vire pas un pour mettre Boubil ou autre par rapport à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, individuellement, donc, à la limite, Koubarsi, tu peux avoir un peu d'indulgence, il est encore jeune. Il a 19 ans, donc il n'y a pas de souci. Mais la porte, on connaît. Voilà. Et quand je te parlais tout à l'heure de phase de transition, c'est qu'en fait, si tu commences à avoir ta balle, tu es à 50 mètres de tes buts et c'est Aymeric Laporte qui doit revenir sur Kylian Mbappé, mon copain, c'est bon, j'ai même pas besoin de continuer, on connaît la finalité. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi une façon de défendre, de garder la balle en fait, et d'empêcher son adversaire de l'avoir. Et c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas encaissé de but pendant un certain moment, qu'ils ont battu le record. Je crois qu'il a battu le record de Zenga Unai Simon. Exactement. Donc c'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à battre ce record-là, c'est que moins ils en donnent à l'adversaire, moins ils concèdent d'occasions mathématiquement aussi, et avec une défense comme ça, je pense que c'est plutôt une bonne tactique, le fait d'éloigner les joueurs de leur but, parce que moi perso, je compterais pas trop sur Aymeric Laporte pour me garder la maison. Il a fait un joli retour sur la ligne contre la Belgique en fin de match quand ça chauffait un peu, qu'Unai Simon était sorti un peu n'importe comment, il a fait un joli retour. Non mais je te rejoins, je suis pas rassuré même par la défense centrale. J'aime bien les latéraux parce que je trouve que ça soit offensif ou défensif, en tout cas ils donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent et ils apportent. En tout cas en phase offensive, pour moi ils apportent, et dans le jeu de l'Espagne c'est important de pouvoir compter sur des latéraux qui restent pas juste dans leur partie de jeu, enfin dans leur camp. Maintenant, oui, moi c'est de ça que j'ai peur en fait pour l'Espagne dans cette fameuse possession, soit à outrance, mais même juste possession massive. C'est juste les phases de transition, comment tu les as. Maintenant, moi je l'ai dit et on m'a dit à plusieurs reprises aussi, l'équipe de France n'aime pas, parce que depuis le début de la compétition, elle a la balle. Elle a les stats de possession, elles sont à son avantage. Donc, est-ce que cette équipe de France-là, vraiment, imaginons à 65-35 dans la possession, donc ça veut dire 15% du temps, t'as pas le ballon, donc tu cours après. Est-ce que cette équipe de France, elle est vraiment faite pour pouvoir justement courir après le ballon et subir? Tu vas me dire les équipes de Deschamps, oui, mais là, l'équipe de Deschamps présentée comme ça, j'ai un doute.
Bah, je vais te faire une réponse de Normand dans le sens où vaut mieux que ça arrive pour l'équipe de France que pour l'équipe d'Espagne. Dans le sens où l'équipe de France, elle a au moins les moyens de contrer rapidement. Là où C'est l'équipe vrai. d'Espagne, bon, je les vois contrer. Yamal, ok. Les autres, un peu moins, tu vois. En fait, c'est simple. Si tu as la même chose qu'en 2024 avec Yamal qui est pas blessé et surtout Nico Williams du côté gauche, Oui, là, en fait, on n'est plus du tout sur la même chose. Parce que oui, là, c'est pour ça. le coup, cette fameuse phase de transition, tu peux l'assumer, quitte à laisser un peu plus la balle aux Français. Là, tu as raison aussi sur un truc. Si les Espagnols n'ont pas le ballon, très bien, ok, mais en phase de transition, c'est compliqué. Hein. Que ce soit Baena ou Oyarzabal, compliqué. Hein. Ouais, surtout face à Upamecano ou Saliba qui Ah ouais. sont quand même rapides, quoi. Donc Ah ouais. c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, oui, effectivement, moi je remets le point là où pour moi on peut avoir des problèmes à gauche, non seulement pour Yamal, mais aussi parce que Porro, offensivement, sur les centres, sur les tirs qu'il peut faire. Enfin, pour moi, il est hyper complet. Alors, lui, il doit s'amuser par contre, hein, parce que vu la saison pourrie qu'il a passée, je pense Oui. que là, il doit Il souffler quand même. récupère un peu. Il récupère Là, un il- peu. La saison à Tottenham, ouais, franchement, t'en as un petit peu chié quand même. Donc, faut être honnête. On peut comprendre. Mais tu as raison. C'est un bon joueur. Donc, forcément, le côté droit avec Porro et Yamal, ouais, il va falloir être solide. Mais ça, je vais rien t'apprendre. Tu vas pas me dire que Deschamps, il va pas mettre, Ah oui, il va pas missionner Doué sur le côté pour être vraiment un peu un chien de la casse pour aller aider Dean. Parce que sinon, on est bien d'accord. Si c'est Lucas Digne qui se retrouve face aux deux là que tu viens de me sortir, ça oui, va être oui. compliqué. Hein. Oui, bah, il va y avoir des buts si c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai toute confiance en Deschamps pour mettre ce qu'il faut à l'œuvre, même avec Rabiot ou autre, pour un peu museler tout ça. Donc, à voir. Pour la compo, normalement, on part sur ce qui est dans les journaux depuis le départ, c'est-à-dire l'équipe type pour les deux camps, hein, normalement. Oui, c'est ça. Après, je pense que Williams c'est encore trop juste pour débuter. Donc, je pense que Baena débutera, même si Williams il pourra peut-être rentrer un peu plus tôt encore, enfin, selon le résultat, selon le scénario. Mais oui, moi je reste pas convaincu de Baena notamment. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu de ce qu'il propose. C'est pas terrible. Après, bon, il suffit d'un match. Oui, bah oui, il suffit d'un match. Non, mais c'est vrai, à la limite, même, ils ont un Jérémy Pinault. Oui, je suis d'accord avec toi. Et bon, après, même comment, même à gauche, arrière gauche, Grimaldo, il aurait apporté quelque chose de différent de Cucurella, même si Cucurella, il est très bon. Hein. Ah, m'enlève pas Cucurella. Ah, m'enlève pas Cucurella. Alors, c'est pas parce que c'est un copain, parce qu'il a les longs cheveux, hein, c'est pas pour ça. Mais moi, franchement, je le trouve pas mal, Cucurella. Alors, je sais bien hein, qu'il énerve beaucoup de gens, je sais très bien, je suis au courant de tout ça, pas de problème. Mais moi, je le trouve ouais, généreux dans l'effort. Franchement, il t'apporte vraiment quelque chose. Après, oui, il n'est pas parfait, tu vois. Je ne te dis pas que c'est un joueur parfait. Mais je trouve que dans cette Espagne, ouais, j'ai pas envie de le mettre comme le point faible. Non, moi le point faible, il est pas là, moi. Pour moi, le point faible. J'ai compris, toi, c'est la chose. J'ai bien compris que le tank Aymeric Laporte, j'ai bien compris que c'était compliqué pour moi, toi. Je suis gentil quand je dis tank. Hein. J'ai hâte de voir le match contre Mbappé. Ouais, t'as envie, ouais, bah oui. Ah, je peux le voir. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, moi, j'ai pas envie pour les Espagnols que ça se voit sur une phase de transition. Voilà, que ça se voit dans le duel. Ok, il peut avoir ses chances largement. Par contre, si c'est sur une phase de transition avec une course sur 50 mètres, là, je sais très bien que là, ça va faire très très mal. Ça va vraiment piquer pour Aymeric Laporte. Et c'est un match particulier pour lui. Hein. Ah bah, complètement. Ouais, je sais pas comment émotionnellement ça va être géré, mais ouais, ça il l'avait géré en 2024, mais oui, c'est un paramètre particulier. On rappelle, hein, c'est un gars qui a joué en équipe de France. Hein. Il a joué en équipe de France, Aymeric Laporte. Il a eu une ou deux sélections, je crois. Ouais, c'est ça. Et après, il finit par opter définitivement pour la sélection espagnole. Mais ouais, c'est quand même un peu particulier. Mais
Est-ce que tu penses que le banc peut faire la diff? Et là, c'est pareil. Est-ce que c'est plutôt aller à l'avantage de l'équipe de France? C'est plutôt l'avantage de l'équipe de France. Maintenant, moi, je vois encore des bons joueurs côté espagnol sur le banc. On a parlé de Pinot. Pour moi, il n'a pas beaucoup été exploité dans ce mondial. Llorente aussi, qui est un joueur, franchement, qui a 4-5 poumons. Franchement, lui, il est totalement inexploité. J'avoue, Marcos Llorente, on le voit pas. Je le vois pas depuis le début. Alors, après, il y en a pas eu forcément besoin non plus. Hein. Il y a Porro à droite et bon, milieu de terrain, il fait toujours les mêmes changements avec des joueurs de qualité aussi. Mais moi, Llorente, bon bah, tu connais aussi ma sensibilité. Tu vas tous nous les sortir. Hein. Tous les là, ils vont tous passer. Oui, moi je. Moi, forcément, Llorente, quand je vois le travail qu'il a bas sur le terrain, j'ai envie de le mettre, quoi. Après, c'est sûr que... oui. On a parlé de Porro. On a parlé de Porro, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Au milieu, qu'est-ce que tu veux? Pedri, Rodri, Olmo, ça va être compliqué pour Marcos de choper sa place. Là. On est d'accord. Et puis, à Ruiz en plus. Allez, hop. En plus, non, franchement, là, le milieu de terrain, c'est vraiment... C'est chose gardée. Et pourtant, Pedri, moi, je le défends, mais c'est vrai que sur cette compétition-là, un peu en dessous. C'est pas le meilleur Pedri qu'on ait vu. Et Rodri, si on est vraiment pareil, si on est très objectif, c'est pas le même joueur qu'en 2024. Oui, c'est sûr. Entre-temps, il y a une blessure, il y a des ligaments croisés, et t'as pas joué quasiment pendant un an, donc forcément, ça. Mais là-dedans aussi, ce qui était peut-être un point fort en 2024, tu sens que c'est un peu moins le point fort de cette équipe. Là où c'est bizarre, et pourtant. Tu les trolls un petit peu depuis le départ, mais en fait, ce qui donne on va dire, garantie, c'est la défense, hein, parce qu'un seul but encaissé en 6 matchs. Hein. Oui, mais alors, je suis obligé de le dire. Alors, tu le dis, mais moi, je vais te dire que la défense, c'est pas l'affaire que de la défense centrale. Voilà. Ok. Donc, tu vas me faire aussi la tarte à la crème, que c'est tout le collectif aussi, que c'est tout ça pour pouvoir essayer de te défausser. Non, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Laporte ou Barcy, c'est loin d'être pour moi la meilleure charnière. Unai Simon, c'est loin d'être le meilleur gardien. Je veux te dire, je mettrais plus Raya. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la réalité, c'est que, ok, il faut regarder les pédigrés des équipes affrontées. Ça n'a pas été que des tops. Et n'empêche qu'un seul but encaissé en 6 matchs de Coupe du Monde. Ah ben c'est beau. C'est hyper bien. Toi, tu vas pas me dire que c'est pas beau, ça. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, comme je te dis, on l'a évoqué depuis le départ, et vraiment, là, ça prend encore plus. C'est un autre axe qui prend son sens. C'est que vraiment, l'Espagne, c'est un collectif dans le sens où ils évitent pour moi beaucoup d'occasions par leur possession en fait, et en privant l'adversaire de balles, ils évitent de subir des occasions qu'ils pourraient subir autrement. Et pour moi, je veux bien voir, parce que pour moi, on a compris, c'est bien le point faible de l'équipe d'Espagne. Je veux bien voir l'équipe d'Espagne contre cette équipe de France là, si l'équipe de France a la possession. Je veux bien voir ce que ça donne, parce que franchement, j'ai quand même peur pour eux. Hein, Et est-ce que ça pourrait pas être là, justement, la clé du match? C'est-à-dire d'avoir une équipe de France qui, comme on vient de le dire, a étudié un peu les points faibles de son adversaire et qui, pour ce match-là, se dit la balle, il faut véritablement qu'on l'ait parce qu'avec les joueurs qu'on a, on va pouvoir justement mettre à l'épreuve cette défense. Et si on la met trop souvent à l'épreuve, elle va finir par céder. Est-ce que ça serait pas là la clé de la rencontre? Je ne crois jamais une demi-seconde que Deschamps il va venir avec cette idée-là, mais on ne sait jamais. Hein. En fait, j'aurais pas pensé de base, mais encore une fois, quand j'ai revu les stats de l'année dernière, la philosophie n'était pas autant marquée, mais pourtant, même si le scénario l'a voulu aussi, hein, mais l'équipe de France a eu la possession quand même face à l'équipe d'Espagne, et même en première période où on a vraiment pris l'eau de toutes parts, on a eu la possession de balle. Donc moi je pense pas que maintenant que Deschamps soit aligné sur ce, on va dire, dogme-là lors du mondial. En tout cas, même si Deschamps c'est plus un pragmatique qu'un dogmatique. Mais
Je pense qu'il va aller jusqu'au bout de son idée en disant moi j'aligne 4 joueurs offensifs, je vais essayer d'avoir la balle en fait. Et après, et puis si j'ai pas la balle, je sais comment y arriver aussi avec Dembélé, avec Doué, avec Mbappé. J'y arriverai aussi. Donc j'ai l'impression Il faut juste que dans ce plan de jeu-là, je te dis, il faut juste que l'équipe de France, ce qui semble le cas depuis le départ, moi en tout cas je défends cette théorie-là, mais on m'a dit plusieurs fois en live justement que attention, l'équipe de France, si elle n'a pas la balle, elle peut être en difficulté. Et ok, la phase de transition, bien sûr, quand on la voit comme ça, ça peut être une arme. Mais cette équipe a, depuis le départ de la compétition, eu l'habitude d'avoir le ballon. Elle n'aime pas courir après. Donc après, pour moi, ça peut être aussi ça. Maintenant, oui, on l'a vu contre le Maroc, la seule fois où, en gros, ils ont laissé le ballon au Maroc. Ça s'est terminé 30 secondes derrière après par un penalty avec une phase de transition hyper méchante. Donc, évidemment, tu vois, en fait, l'équipe de France n'a pas joué jusqu'à présent d'équipe comme la France. C'est vrai. Et de l'autre côté, l'Espagne, depuis le départ, n'a pas joué d'équipe comme la France, c'est-à-dire ultra forte en transition, capable de pouvoir subir, parce qu'elle a les joueurs pour, et capable de te piquer en contre. Toutes les autres équipes et toutes les équipes qui les ont jouées, et même, y compris le Portugal, a joué juste le bloc bas sans véritablement velléité offensive. Donc c'est pour ça, en fait, ce match-là, il est encore plus intéressant, parce que les deux équipes, en fait, n'ont pas affronté ce type d'adversaire depuis le début de la compétition. Et vu qu'on est en demi-finale, ouais, j'avoue, franchement, ça colle bien, quoi, en fait. Il est temps, et c'est vraiment pour ça qu'on regarde des matchs de foot, en vrai. C'est pour vivre ces moments-là. Parce que, oui, on donne nos pronostics depuis tout à l'heure, mais là, on va faire face à un des plus gros matchs de l'année, et un des matchs où, forcément, c'est le plus indécis aussi. Et là, on demande à voir, en fait, parce qu'on a vu d'un côté l'Espagne, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas tout le temps été sereins, même si, dans la plupart des matchs, ils ont été sereins, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'étais serein pour eux contre la Belgique. Ils n'ont jamais été menés, tu vois. Ils n'ont jamais été menés. Ils ont pris qu'un but, donc voilà. La France, il n'y a jamais eu de difficulté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti le fait de. Enfin, jamais été. Hormis la première mi-temps contre le Sénégal, où tu sens que l'équipe de France. Mais c'est pareil, c'est la première mi-temps du premier match. Bon, c'est l'entrée en matière qui est un petit peu compliquée, mais au final, au final, tu gagnes 3-1. C'est ça. Tu finis par remporter le match 3-1, donc ok, cette impression-là, elle s'enlève. Mais après, derrière, ce que je te dis, que ça soit l'Irak, que ça soit la Norvège bis, que ça soit la Suède, les catcheurs paraguayens ou le Maroc qui est venu extrêmement frileux. Alors, on pourra toujours dire, c'est peut-être parce que l'équipe de France les a rendus frileux. Et je pense que le schéma de jeu tenté, franchement, contre l'équipe de France, franchement, tu partais de trop loin. Ça a pu tenir pendant une 50aine de minutes. On a bien vu que sur la durée, ça ne pouvait pas. Comme je dis, là, une équipe qui va affronter l'équipe de France en les regardant dans les yeux, et c'est pas qu'une histoire de mental, mais une histoire aussi dans la manière d'affronter de jouer sur le terrain. C'est-à-dire, ils vont pas avoir peur normalement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ils vont normalement jouer leur jeu et vouloir avoir le ballon. Et ça, mine de, on n'a pas vu ça contre l'équipe de France. On a vu l'équipe de France qui jouait contre des blocs bas, en fait. C'est ça, et dans le sens où les deux équipes vont avoir un moment où elles vont être en danger. Enfin, on est quasiment sûr que les deux équipes vont avoir des moments où elles vont vraiment être mises en difficulté. Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est de voir la réaction, de voir jusqu'où elles peuvent être mises en difficulté sans rompre. Et c'est tout ça qui va être intéressant à voir, même si j'espère au fond de moi que les Bleus seront pas trop mis en difficulté, mais bon, ça va être quand même compliqué à mon avis. Je pense que tu vas pas avoir le même match que contre la Suède, mon copain. Tu n'auras pas le match contre l'Irak ou tranquillou ou contre la Norvège bis. Je pense que ça va être un peu plus relevé, mon copain. Je pense que là, j'en ai bien peur. Voilà, je pense quand même va falloir se dire des choses. Alors, on a eu pas mal de messages, parce que depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle, on en avait pas mal. Alors déjà, on a eu Alpha Blue qui nous a dit « On t'aime, Rudy ». Je pense que c'est un petit problème pour toi. Ça, je pense, mon copain, c'est pour toi. On a Or Noir qui nous dit « Yamal sort d'une longue blessure quand même. Soyons sérieux, les mecs. C'est bien d'être optimiste, mais restons lucides. L'Espagne a une équipe très forte. Ça va pas être facile comme vous le croyez. » Bon, écoute, personne n'a dit que c'était facile. Ah non.
Voilà, on n'est pas dans ce truc-là. On a même Alphabou qui dit ils n'ont pas dit que ça allait être facile. Bon, ouais, c'est super. Alphabou, si tu as envie de faire community manager, vas-y, viens par ici, mon copain. Si tu veux faire modérateur, vas-y, viens. Oblique, c'est pas évident, mais je vais dire la France. Ramon Manéa qui nous dit France 2, Espagne 1. El Padrinote, salut mon copain, qui nous dit, je vais dire France 3, Espagne 2. Ami DZ aussi qui nous dit 3-2 pour l'Espagne, 2-1 si c'est plus fermé. Ouais, ok. On a plein de petits pronostics. Bon là, nous, on va arriver. Un but d'écart, on a vu un but d'écart à chaque fois, donc c'est un peu c'est un peu notre débat. Hein. Je pense que ça illustre ça et sans déconner, je vois pas un 2 buts d'écart entre ces deux équipes-là. Non plus. Ouais. Je pense que le match va être vraiment serré, mais les 2 buts d'écart, je te dis pas que ça ne peut pas arriver. Oui. Mais sur le papier, là, je les vois pas arriver. Et puis, on l'a dit en tout début de débat, ça reste qu'un détail, mais ça reste les 4 premières équipes du classement FIFA qui s'affrontent dans ces demi-finales. Donc là, j'avoue, les scores fleuves, j'avoue que j'ai du mal à les envisager. Ouais, d'accord. Tu penses que ça va à quoi? Tu penses que la diff, elle se fait en 90 minutes ou plutôt en 120, voire t'exclus pas les pénaux? Pas les pénaux, s'il vous plaît, pas les pénaux. Les pénaux, c'est le plus horrible. Après, la France a un avantage. Hein. Pour moi, la France a un vrai avantage. Oui, mais bon, il y a tellement de paramètres dans ces pénaux. D'accord, mais tu as quand même un avantage qui s'appelle Mike Maignan et qui est quand même... Oui. Mais bon, je veux pas arriver là, moi. Et tu veux pas, non, j'ai bien compris. Mais si on en arrive là... Si on arrive là, tant qu'à faire, bon, oui, ok. Ah, mais bien sûr, je sais très bien que tu vas pas aller cracher, et t'aurais tort d'aller cracher sur une victoire au pénal. Mais si tu arrives au pénal, voilà, comme on le dit, tu as Mike Maignan d'un côté, tu as Unai Simon de l'autre. Bah, je serais liquide quand même. Hein. Ouais, ok, bon. Non, mais ça, après, je pense que mon copain, ça, par contre, ça va être une fatalité. Sache que si ça va au pénal, de toute façon, tu vas être forcément liquide. Maintenant, juste, toi, tu dirais plus quoi? 90 ou 120 minutes allez, 90 quand même. 90? Ouais, 90 quand même. Et ça fait on reste sur le même pronostic initial chez Johan, c'est-à-dire... ouais, un petit 2-1. Un petit 2-1. Ouais. Petit 2-1. Là, on nous dit... On a Fouad Talbi qui nous dit 1-0 France. Et on a Alpha Blue qui nous dit on n'a plus Hugo, ça ira au péno MDR. Respect pour Hugo. Ouais, mais bon, je suis assez d'accord avec Alpha. Oui, mais d'accord, je suis désolé, mais on aime tous Hugo Loris, pas de problème. Gardien énorme. Par contre, les pénaux, Hugo, c'était quand même compliqué. Oui, bah après, il y en a beaucoup, hein, des gardiens, c'est pas leur spécialité, les pénaux, quand même. Hein. Il y en a plus qui sont pas spécialistes que l'inverse. Hein. C'est vrai. Oui, mais bon, là, à ce moment-là, ça sert quand même un peu quand même aux spécialistes. Ça compte. Et si tu peux avoir le gardien qui est bon comme Maignan et qui en plus est spécialiste des pénaux, parce qu'en plus Maignan sur le début de la compétition, on est d'accord que c'est plutôt un point fort. Ah oui, carrément, oui. On a entendu des choses ces derniers temps sur Mike Maignan. Non mais là sur la compétition, là on parle pas de sa saison au Milan, on parle pas de sa... Là, on parle juste de la compétition. Moi, je le trouve hyper sûr, hein, Mike. Et encore que la saison Milan, c'est quand même pas le plus dégueu. Hein. Sur la première partie, non. Par contre, sur la deuxième, il se lâche un petit peu quand même. Hein. J'ai vu pire quand même. Hein. Ouais. Non, on peut les descendre, les noms. Hein, Non, vas-y. Non. Et puis en plus, et en plus, je voulais le dire parce que là, vraiment, c'est vraiment les 2 derniers matchs pour se régaler. Parce qu'après, moi, j'anticipe une saison de marasme, mais j'ai vraiment peur. Donc là, vraiment, je vais mettre full émotion là-dessus. Parce qu'après, il faut que je mange pendant une saison. Hein.
là-dessus. T'inquiète pas, je vais manger moi aussi, t'inquiète pas. Et puis, je préfère dire qu'avec l'OM, il y a beaucoup à manger. Hein. Là, on va beaucoup bien manger. Hein. Et toi encore, mon copain, toi, là, tu profites. Là, t'es en train de parler d'une demi-finale de Coupe du Monde, peut-être une troisième étoile, peut-être machin. Moi, je te rappelle juste que ça s'est arrêté au mois de mars face à la Bosnie. Hein. Mais il y a une petite éclaircie dans le ciel. Oui, mais non, parce que l'éclaircie qui s'appelle Paolo Maldini, oui, d'accord, mais pourquoi ils ont été nous Leonardo avec le soleil de Paolo est plus fort que le nuage de Leonardo. Ok, tu marques des points. Quand même. Juste, par contre, je l'attends en tournant pour le choix de l'entraîneur. C'est juste ça. Déconne pas. Déconne pas, Paolo. Va pas nous ramener un mec qui va m'énerver. Hein. Va pas me ramener un Stefano Pioli, hein, parce que ça avait marché et qu'il nous avait ramené le titre avec. Hein. Attention, je rigole pas, je suis sérieux, ne nous ramène pas Stefano Pioli. Paolo. Donc non, là on nous dit il y aura plein de buts, en tout cas, ça c'est sûr. Écoute, Elwes, je te trouve bien optimiste. On est d'accord qu'on ne voit pas un 0-0 ? Non, je pense pas. Je pense pas un 0-0, mais en tout cas, pour moi, ça va jouer à un but d'écart et il y aura moins de 4 buts, hein, je pense. Hein. Le 3-2, moi, j'avoue, je peux me laisser tenter. Maintenant, j'ai un peu de mal à y croire, hein, quand même. Ouais. J'ai pas trouvé déjà. Non, c'est vrai que l'Espagne, offensivement, au Yarzabal, il a réussi vraiment bien. Ah ouais, contre l'Arabie Saoudite et l'Autriche, mais sinon les deux derniers matchs, c'était compliqué. Hein. Même contre la Belgique, c'était compliqué. Hein. J'ai pas trouvé hyper, hyper tranchant en fait. Hein. Après, ce sera un autre match. L'équipe de France sera plus offensive, donc il y aura plus d'espace. Ça c'est quasi sûr. Mais bon, moi j'ai du mal à avoir un 3-2. Après, on verra bien. Hein, mais d'ailleurs, il y a Alpha Blue qui nous dit pas trop de buts pour Johan. Ouais, ça se voit qu'il déconne. Ah oui, mais bon. Faut préserver un peu. Hein. Oui, mais bon, on aimerait bien quand même. Moi, j'aime bien le scénario J'aime bien ton scénario, LOS, hein, qui nous dit un 3-2, un 3-2 pour soit la France ou soit l'Espagne. Moi, je suis d'accord. Et on nous dit quand même aussi que mine de rien, le dernier c'était 5-4. Oui. Mais alors, on a rappelé tout à l'heure que la défense, c'est plus du tout la même. Hein. Ouais, c'est vrai. Les gars, n'oubliez pas, c'était Clément Langlais quand il était en défense centrale avec Théo. Donc, bon. Théo, je me souviens de sa dernière saison à Milan. Vache. Tu te fais du mal, faut pas s'en souvenir. Faut pas. Faut faire un déni de ça. Mais ça, c'est pour nuancer le fait qu'on dit que c'est parce qu'il est parti en Arabie Saoudite. Mais non, en fait, même la dernière saison, hein, il était équivalent. Hein. Ouais, je te confirme. Après, on regarde pas les matchs de la Lilal. Honnêtement, je vais te dire. Je pense que ça s'est pas arrangé. Mais par contre, là où je vais dans ton sens, c'est que c'était déjà pas bon. Voilà, on est d'accord. Donc, merci pour le carton rouge pris contre Feyenoord. Merci Théo. Et bon, on va pas se rappeler de ça, on va se rappeler des bons, des percées folles contre l'Atalanta, on va se rappeler de ça. Voilà. On va plutôt préférer garder un bon souvenir. Voilà, sinon on va mal finir. Voilà. Bon, donc 2-1 pour toi. On reste sur un 2-1 à 90 minutes. 2-1 à 90 minutes. Allez, on est complètement fou. Mbappé, il rajoute 2 buts ou là, par contre, là, t'en sais rien. C'est bon, t'as déjà sorti le score et c'est déjà. Un petit Olysée quand même. Allez. Ouais, quand même. Un de loin. Avec sa surface Olysée. Allez. De toute façon, j'ai envie de te dire, près ou loin, je pense qu'il prend. Hein, parce que là, quand même, ça serait quand même dommage qu'il termine la compétition sans but, mine de rien, Olysée. Oh, si le champion du monde, ça lui fera rien. Non, ça, je suis d'accord. T'as raison. Non, mais t'as raison de le préciser. Et c'est même pareil pour Yamal, par exemple. Je pense que là, Yamal, je disais l'autre jour, je pense que si on lui donne le choix entre rester juste à un but et faire une Coupe du Monde décevante, mais être champion du monde à l'arrivée, ou faire une Coupe du Monde étincelante, où peut-être il est le meilleur joueur de son équipe, voire peut-être même le meilleur buteur, mais ça va pas au bout, je pense qu'il prend la première option et pas la deuxième. Il prend, et puis en plus Olysée, il a 5 passes décisives déjà, donc bon... ouais, il va être meilleur passeur. Voilà, il a des chances d'être meilleur passeur aussi, donc bon, même ça, je pense que ça lui... Non, mais c'est quand même fou qu'il ait pas réussi. C'est fou, tu vois, juste un but. Parce qu'en plus, il a tenté sa chance à plusieurs reprises. Et ça passe pas pour lui, alors que
je vais pas te dire qu'il réussissait tout ce qu'il voulait cette année du côté du Bayern, mais quand même, il a fait une énorme saison. Et là, de le voir à 0 but, ouais, j'avoue que ça fait bizarre. Et après, un petit but d'Olysée. Et après, même si cette Coupe du Monde, c'est quand même la Coupe du Monde des buteurs, les buteurs attendus répondent présents. Mais il y a toujours quelques surprises quand même en Coupe du Monde où on s'aperçoit que, je vais pas remuer le coup sur la plaie de 2002, enfin voilà. Hein. Et là, attention, qu'est-ce que tu vas me rappeler en 2002 En 2002, Trezeguet, Henry, tout ça quoi. Puis au final, la bulle. Finalement, 0 but. Ah, ça, c'est vrai que le meilleur buteur d'Angleterre, meilleur buteur de Serie A et meilleur buteur de Ligue 1, et au final, tu termines avec 0 but. Moi, j'avoue que c'était moyen, ça. Ouais. Donc voilà, donc il y a toujours quelques surprises. Maintenant, on voit quand même dans cette Coupe du Monde, ça faisait un petit moment quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de buteurs qui caracolaient comme ça, parce que généralement les Coupes du Monde, elles sont assez fermées. Je crois que j'ai le souvenir d'un James Rodriguez à 4 buts, non? Je crois. C'était pas ça. 2014 2014, non, tu dois avoir un Neymar. Neymar, il finit pas un peu plus. En 2010, c'était à 4 buts? Je sais plus. 2010, c'est 5. 2010, c'est 5 et ils sont plusieurs. Il y a Sneijder, il y a Thomas Müller, ils sont plusieurs. Il y a Forlan, je crois. Okay. Ils sont quelques-uns. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans cette Coupe du Monde-là, il y a un gros truc. Il suffit de regarder les 5 meilleurs buteurs. On est sur des énormes jeux. Buteurs, vraiment. C'est pas juste des attendus, quoi. Tu vois, on parle de Messi, Mbappé, de Kane, d'Haaland, et même les deux autres qui suivent, qui sont Bellingham et Dembélé. On parle de joueurs offensifs qui sont référencés et qui sont bons. Donc, maintenant, il y a Alphabou qui nous dit Mbappé n'a jamais marqué lors d'une demi-finale, soit de Coupe du Monde ou soit d'Euro. Bon. Est-ce que ça vaut? Alors, je vais dire, s'il marque pas là et qu'il marque en finale, ça me va. Oui, voire même. Hein. Je pense que s'il marque ni là, ni en finale, et que ça va au bout, Mbappé, il fera un peu plus la gueule. On va pas se mentir, s'il n'y a pas quand même un petit but dans ces 2 derniers matchs, ça le saoulerait un peu. Mais la finalité, même pour lui aussi, hein, c'est de remporter le trophée. Hein. Oui, bon après, c'est une stat intéressante, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas. Honnêtement, elle est rigolote, mais je suis pas sûr vraiment que ça a une grosse signification, parce que la demi-finale contre le Maroc en 2022... il est quand même bon, quoi, tu vois. Il n'a pas de problème particulier. Il y a juste Hakimi dans sa zone, quoi. C'est sûr, c'est un peu difficile. Ils se font des câlins, donc forcément, c'est un peu particulier. Mais tu vois, en 2018, contre la Belgique, je sais pas, tu vois, c'est difficile de lui mettre quelque chose. Et demi-finale contre l'Espagne. Là, au dernier Euro pour Mbappé, j'avoue, c'est pas dingue. Mais pour moi, c'est plus conjoncturel que le fameux blocage demi-finale. Parce qu'il a quand même planté beaucoup de buts en finale. Donc, si c'était qu'un blocage psychologique, on n'aurait pas les buts en finale, en fait. Oui, non, c'est vrai. Et on va espérer qu'il y ait une stat qui se poursuive. C'est pour Monsieur Deschamps. Parce que Didier Deschamps, il est invaincu en Coupe du Monde depuis 2014. C'est beau. Stade de l'enfer. Ça, c'est beau, ça. Comment tu veux que j'arrive à défendre après l'idée que c'est... Non, je vais rien dire. Non, mais c'est fort. Mais 2014, 2018, ça... Après, voilà, c'est une défaite en tir au but, donc c'est pour ça que ça compte pas dans les défaites, mais bon. Ouais, non, mais c'est fou. Non, franchement, présenter comme ça, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Alors après, c'est pas que lui, parce qu'il a aussi l'équipe, tu vois ce que je veux dire. Mais, oui. Mais force est de constater. Non, mais il a eu les équipes. C'est-à-dire, il a eu l'équipe une fois, mais il les a eu plusieurs fois quand même, tu vois. C'est là où il a quand même de la chance. Mais de l'autre, je peux pas balayer ça d'un revers de main et te dire, ça, c'est juste parce qu'il avait l'équipe. Non, de rien, un gars qui a pas perdu un match de Coupe du Monde depuis 12 ans. Sa dernière défaite est en 2014, on va dire. Bon, si on veut ramener 2018, quoi. Voilà, c'était France-Allemagne de... Exactement. Attends, non, mon copain, non. Ça perd contre la Tunisie en 2022.
Après, c'est pour les matchs importants, si tu veux, tu vois. Attends, Et en 2022, avec le but de Wabi Kazri à la 94e minute, ça perd ou c'est nul? Je sais plus. ah non, pour moi, ça perd. Ça perd parce que ça met les Tunisiens en folie. Je crois même avoir pris énormément pour MPP ce jour-là. Je crois que c'est comme ça que je m'en souviens. Je crois que c'est ça mon mot technique. Attends, tu me mets le doute. Bah alors là, celui-là, je l'ai passé complètement. Ça perd contre la Tunisie. Attends, faut que je cherche. Je cherche parce que là, je l'ai plus là. Attends, je vais l'avoir. Le fameux but. Oui, ça perd. Ça perd. Ok. Bon, bah autant pour moi. But de Wabi Kazri. C'est le fameux truc où on pense qu'il y a nul et que TF1 a coupé. C'est ça, etc. c'est ça. Okay, c'est ça. Bon. Avec, je crois que c'est un but de Griezmann qui est marqué à la fin, qui est validé, et puis ils repartent dans les vestiaires, et puis en fait, au final, le but est annulé. Autant pour moi, donc je retire ma stat, j'ai rien dit. Bon, après, je pense que c'est plus pour les matchs à élimination directe. Certes. Bah, quand tu sais que 2018 la France a été au bout et enfin en finale, et en 2022 pareil, elle a quand même du sens la stat. Elle a quand même du sens. Oui, et puis perdre contre les Tunisiens, bon, en phase de poule. Bon. Puis quand on regarde les pauvres, nos amis tunisiens, les pauvres, ce qu'ils ont pris cette année. Franchement, tu leur as donné un peu de plaisir. Tu leur as donné un peu de plaisir. Bon, c'était il y a 4 ans, les copains, mais au moins, vous pouvez vous rattraper avec ça. Vous avez battu l'équipe de France. Parce que là, maintenant, amis tunisiens, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Bon, on nous dit pour terminer, une faiblesse pour la France du côté de Yamal. Oui, LOS, on l'a dit que c'était là que pouvait se jouer une partie des ambitions espagnoles, mais pour ça, il faut qu'on ait un Yamal un peu plus fort. Tu nous dis aussi Yamal peut faire quelque chose. Et Alphabou qui nous dit, pour ceux qui veulent miser, il faut aller sur Mbappé buteur. Bon. Toi qui nous a dit qu'il n'a jamais marqué pendant la demi-finale, tu nous annonces qu'il va marquer. Bah, écoute, Alphabou, ça sera ton pronostic pour ce soir. Ben, on espère, écoute. Bon, moi, toi, tu t'es positionné sur un 2-1 équipe de France. Allez, vas-y. Allez, je suis obligé de contrebalancer. Et puis, je peux pas aller directement sur l'équipe de France, pas possible. Donc, non, on va partir sur un 2-1, mais moi, à l'espagnol. Non, même pas. 1-0. Ok. Et t'avais pas dit, et contre le Paraguay, t'avais pas dit un petit aller les bleus quand même, non? Même au fond de toi, oui. Si. Ah non, mais même officiellement sur la chaîne, je l'ai dit très clairement, j'étais content, vraiment très content que les Bleus aient renvoyé les catcheurs paraguayens à Sunken. Ça, alors là, par contre, et alors je n'en démordrai pas, j'en suis très très heureux. Mais par contre, là, non, le France-Espagne, je ne suis pas espagnol, mais bon, voilà. Après, l'équipe de France, vraiment, pour te répondre, l'équipe de France de 2026, elle est beaucoup plus enthousiasmante que ce que j'ai pu voir ces dernières compétitions de l'équipe de France. Donc, même si ce n'est pas une équipe que j'apprécie ou que j'affectionne, elle me donne plus envie de l'apprécier là sur ce tournoi 2026 parce que collectivement, désolé mon copain, mais j'ai une équipe qui joue un peu plus au football et qui est un peu moins dans son camp. Donc, ça me plaît un peu plus. Maintenant, de là, de dire allez les Bleus, on va se calmer. On va se calmer quand même. Donc voilà, moi ça sera le 1-0 et je sais pas, le buteur. Allez, il y a mal pour la porte. Émeric Laporte sur corner. S'il y a ça, tu veux m'entendre. J'y serai pour rien, mon copain. J'y suis pour rien. S'il y a 1-0 but de Laporte, j'y suis pour rien. Par contre, ça me fera marrer. Ça, je peux juste te garantir ça me fera marrer. Moi aussi, dans un an peut-être, mais pas mal. Oui, voilà, faudra laisser le temps. Bon, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé. Franchement, les gars, on a été au max. Hein. On a fait plus d'une heure de live. On a appris vraiment tout ce qui était possible. Les coachs, les systèmes tactiques, les précédents matchs, la confiance, les styles de jeu. Franchement, vous avez tout. Donc, si vous êtes arrivé en cours de live, vous pouvez vous refaire le début. Vraiment, on a été super complet. Après, c'est normal, hein, c'est un peu une finale avant l'heure, donc
on a essayé de faire ça bien. Donc, merci à tous d'avoir suivi, que ce soit Alpha Blue, que ce soit LOS El Padrino, que ce soit Amine DZ, que ce soit Romano Manea, que ce soit Oblix, que ce soit Or Noir, que ce soit Vince Smoke. Enfin bon, les gars, vous êtes beaucoup. Donc, merci vraiment. Merci à vous d'avoir participé. Nous, on s'est positionné. C'est 2-1 pour Johan, pour l'équipe de France. Moi, 1-0 pour l'Espagne. Bon, à nous deux, il y en aura forcément encore à raison. Oh j'espère pas les tirs au but, quoi, c'est tout. Ah ouais. Non, je te les souhaite. Allez, je te les souhaite pas. Non, je veux pas. H-23, H-22-30. H-22-30. Allez. Ça commence à se rapprocher. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. Le live dispo en replay, comme je l'ai dit, dans quelques minutes sur la chaîne. Dispo aussi en podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, que ce soit en podcast ou en vidéo. On a besoin de votre soutien pour continuer de grandir et continuer d'avoir encore plus de force. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.